Que se passe-t-il lorsque le cœur logistique d'un ennemi est frappé sans bruit, loin des projecteurs? Imaginez une guerre où la victoire ne se décide plus dans la boue des tranchées, mais dans l'ombre, là où personne ne regarde vraiment. Aujourd'hui, la ligne de front n'est plus le seul théâtre où tout se joue. La guerre moderne se mène dans le silence des entrepôts, au rythme discret des wagons, dans les flux invisibles qui font battre le cœur d'une armée. Celui qui sait contrôler, couper ou détourner ces flux possède un avantage décisif. Derrière chaque char, chaque pièce d'artillerie, il y a un train, un camion, un convoi porteur d'une force invisible, munitions, carburant, nourriture et espoir. La logistique est le système vital qui détermine si un bataillon tiendra ou s'effondrera du jour au lendemain. Mais que se passe-t-il si l'on frappe cet organe central dans l'ombre, sans avertir? Pour bien comprendre l'impact d'une telle frappe, il faut se rappeler l'histoire. Déjà durant la Seconde Guerre mondiale, la destruction des ponts ferroviaires allemands par les Alliés avait paralysé tout un front. Par exemple, le bombardement du pont de Remagen en 1945 avait non seulement ralenti les mouvements de troupes, mais aussi semé le chaos dans la logistique allemande. Cela a montré que, même à l'époque, la guerre des flux pouvait décider de l'issue du conflit. Mais aujourd'hui, la technologie a multiplié la complexité de ces flux. Les entrepôts sont automatisés, les trains suivent des horaires contrôlés par intelligence artificielle, et le moindre retard se répercute en cascade sur des centaines de kilomètres. C'est une guerre où chaque seconde compte et où la moindre faille peut provoquer un désastre. Prenons l'exemple de Chepetovka. Sur la carte, ce n'est qu'une ville parmi tant d'autres, un simple nœud ferroviaire perdu dans l'immensité du conflit. Pourtant, à l'automne de l'an 2025, ce point anodin est devenu le pivot de toute la guerre. Là, à plusieurs centaines de kilomètres du tumulte du front, se concentrait toute la puissance occidentale, prête à être redistribuée vers les lignes de combat. Contrôler Chepetovka, c'était contrôler la totalité du flux d'armes, de carburant et de véhicules blindés vers l'Est. Pour mieux saisir l'importance d'un tel nœud, rappelons-nous la bataille de Stalingrad. Les Soviétiques, en détruisant les lignes de ravitaillement allemandes, ont réussi à encercler la 6e armée. Plus de 300 000 soldats se sont retrouvés piégés, incapables de recevoir nourriture ou munitions. La défaite allemande n'a pas été causée par une supériorité numérique, mais par l'étranglement logistique. Revenons à Chepetovka. Une seule frappe, chirurgicale et silencieuse, pouvait déclencher un effondrement systémique dont les conséquences dépassaient de loin un simple retard logistique. C'est là que le sort de milliers de soldats s'est joué, loin du bruit, dans le secret des rails. Ignorer cette réalité, c'est risquer de passer à côté de l'essentiel. Comprendre comment on peut perdre une guerre sans même voir venir la défaite. Aujourd'hui, l'art de la guerre s'est déplacé dans l'ombre, là où la survie d'une armée dépend d'un seul coup invisible. Mais pourquoi Chepetovka? Pourquoi ce nœud ferroviaire précis concentrait-il tant d'enjeux stratégiques en 2025? Pourquoi un nœud ferroviaire peut-il tout bouleverser? Parce qu'au cœur de la guerre moderne, chaque victoire se joue bien avant les explosions, sur la carte invisible des flux logistiques. C'est là, dans les couloirs secrets du ravitaillement, que se dessinent les vraies frontières de la guerre. Prenez Chepetovka. Cette petite ville de l'ouest ukrainien, presque inconnue il y a encore un an, est soudain devenue la plaque tournante de toute l'aide militaire occidentale. Imaginez, près de 9 convois d'armes sur 10, des munitions, des blindés, passaient par là avant de filer vers les combats de l'Est. Pour illustrer la puissance d'un tel point de passage, pensons au rôle du port d'Anvers lors de la libération de l'Europe occidentale, en 1944. Tant que ce port est resté aux mains de l'ennemi, les Alliés ont souffert d'un manque chronique de carburant et de munitions. Sa libération a immédiatement accéléré la progression des troupes alliées. De la même manière, Chepetovka était le port d'Anvers du front ukrainien. Mais Chepetovka n'était pas seulement une gare. C'était un véritable organe vital, où l'oxygène logistique se répartissait et se transformait pour nourrir chaque bout du front. Les trains venus de Pologne ou de Roumanie s'y divisaient, se reformaient, puis fonçaient vers les poches de résistance les plus féroces, de Kupiansk à Zaporijia. Derrière la banalité de ses façades, la ville cachait des infrastructures d'une importance capitale.
des entrepôts invisibles, des ponts irremplaçables en quelques jours, des ateliers capables de ressusciter un char en ruine. Tout était pensé pour survivre à l'œil ennemi, protégé par des défenses redoutables. Au centre, un cerveau électronique pilotait l'ensemble à distance, orchestrant la moindre manœuvre des wagons. Pour donner un exemple concret, certains entrepôts étaient équipés de systèmes automatisés, capables d'identifier les besoins des différentes unités sur le front, et de préparer en temps réel les convois de ravitaillement. Ainsi, un bataillon manquant de munitions à Bakhmout pouvait recevoir un train chargé en moins de 2 heures grâce à une logistique hyper efficace. Ici, la logistique n'était plus une simple affaire de transport d'hommes. Elle devenait un art du flux, où une seule rupture pouvait suffoquer toute une armée. Interrompez un instant ce réseau, et c'est la machine de guerre entière qui s'arrête, privée de munitions, de carburant, de pièces détachées. Perdre Chepetovka, ce n'était pas juste un revers tactique. C'était condamner la chaîne d'approvisionnement à l'effondrement, plonger des centaines de kilomètres dans la paralysie. En une frappe, l'adversaire pouvait devenir aveugle, immobile, impuissant devant l'avancée ennemie. Mais pour toucher ce cœur logistique, il ne suffisait pas de bombarder au hasard. Il fallait viser avec la précision d'un scalpel, là où chaque réparation demanderait des semaines, parfois des mois. L'objectif ? Neutraliser la structure même du réseau, pas seulement provoquer des dégâts superficiels. En 1950, pendant la guerre de Corée, la destruction du pont de Waegwan par les forces américaines a eu un impact similaire. Les Nord-Coréens, privés de leur principal axe de ravitaillement, ont vu leur offensive s'effondrer en quelques jours seulement. Cet exemple montre que frapper un point clé peut changer le cours d'un conflit. C'est cela, la réalité de la guerre nouvelle. La victoire appartient à celui qui domine les flux, pas à celui qui aligne le plus de soldats ou de canons. Et si la logistique est un art, Chepetovka en était le chef-d'œuvre. Son contrôle décidait de l'équilibre stratégique d'un conflit tout entier. Alors, comment neutraliser un tel nœud sans être stoppé net par les défenses, ni risquer de rater la cible? Pour comprendre la réponse, il faut plonger dans la préparation méticuleuse d'une opération où chaque détail compte. Car la moindre erreur peut transformer un plan génial en désastre retentissant. Derrière chaque frappe chirurgicale se déploie une opération invisible. Un balai secret, où chaque information captée, chaque image déchiffrée, chaque conversation interceptée devient une pièce d'un puzzle mortel. La guerre moderne ne se joue plus à découvert, mais dans l'ombre des flux et des données. Pour toucher le cœur du nœud ferroviaire de Chepetovka, il a fallu fusionner l'œil perçant de l'espionnage spatial, la précision de la reconnaissance aérienne, la finesse de la radiotechnologie et surtout, le courage muet de l'agent infiltré. Les satellites, postés à des centaines de kilomètres au-dessus du sol, scrutent sans relâche. Toutes les quelques heures, ils livrent des images d'une netteté presque irréelle, révélant la cadence des convois, la densité des dépôts, l'emplacement des points névralgiques. Pour donner un exemple de la puissance de ces outils, prenons le satellite Persona, capable de distinguer un char d'un camion à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Grâce à cette technologie, l'état-major pouvait anticiper les pics de trafic, prévoir les heures creuses et choisir le moment idéal pour frapper. Mais même la technologie la plus avancée ne peut tout saisir. L'ennemi sait dissimuler. Il cache ses wagons sous des toiles, ses stocks sous des hangars, brouille le paysage avec des leurres. C'est alors que les avions de reconnaissance entrent en scène. Ils sillonnent le ciel à basse altitude, traversant brumes, fumée et ténèbres grâce à leurs radars sophistiqués. Ces capteurs pénètrent là où la lumière échoue. Ils dévoilent les entrepôts souterrains, les centres de commandement enfouis, les batteries anti-aériennes camouflées. Rappelons qu'en 1982, lors de la guerre des Malouines, les Britanniques ont utilisé leurs Harrier et leurs satellites pour repérer les positions argentines dissimulées sous des filets de camouflage. Cela a permis des frappes précises et dévastatrices. En parallèle, un réseau terrestre se met en marche. Les stations de radiotechnologie écoutent sans cesse les échanges des opérateurs ferroviaires, des gardes, des officiers de la défense anti-aérienne. L'analyse de ces conversations livre des trésors. Horaires des trains spéciaux, itinéraires déviés, zones interdites, alertes de dernière minute.
Toutes ces données sont croisées, vérifiées, modélisées, jusqu'à obtenir une carte vivante de la cible. Mais il existe un monde où la machine ne peut entrer. Les sous-sols, les secrets humains, l'intimité des décisions. C'est là que l'agent infiltré devient irremplaçable. Sous couverture, il observe le balai des techniciens, mesure le rythme des allées et venues, note le niveau exact des réserves de carburant. Il repère les accès secrets, les horaires de relève, l'emplacement du centre de contrôle. Son rapport, transmis discrètement, donne à l'état-major la clé finale, la confirmation humaine, celle qui tranche entre doute et certitude. L'importance de l'action humaine ne doit pas être sous-estimée. Durant la guerre froide, les réseaux d'agents dormants soviétiques à Berlin-Est ont permis de localiser les stocks stratégiques de l'OTAN, rendant possible des frappes ciblées en cas de conflit ouvert. Grâce à cette mosaïque de renseignements, les cibles critiques sont identifiées. Le pont central, dont la destruction paralyserait le trafic pour des semaines. Le poste de commandement, cerveau électronique de la gare. Les dépôts de carburant dissimulés, sans lesquels aucun train ne peut bouger. Chacune choisie pour infliger un effet maximal, ralentir ou briser tout le flux logistique adverse. Le succès d'une frappe ne tient pas à la force brute, mais à la perfection de la préparation. Ici, la moindre erreur de localisation, le moindre secret non percé peut tout compromettre. Sans renseignement total, la frappe échoue, la guerre s'enlise, les pertes s'accumulent. Chaque minute de surveillance, chaque mètre carré scruté, chaque mot volé rapproche la victoire, sans bruit, mais avec une efficacité implacable. Mais pourquoi tout cela importe-t-il vraiment ? Parce qu'un seul maillon brisé peut faire s'effondrer toute une armée, et que dans ce jeu d'ombre, la moindre faille change la face du conflit. Imaginons un scénario. Une unité blindée doit lancer une contre-offensive, mais apprend au dernier moment que le train de munitions est resté bloqué à 100 km en amont, à cause d'un pont détruit. L'opération est annulée, l'ennemi avance, et la ligne de front recule. Quand toutes les variables s'alignent, il ne reste plus qu'un instant pour agir. L'éclair tombe. Fulgurance, irréversibilité. Aucun espace pour l'erreur, aucune seconde à perdre. Chaque geste doit suivre le précédent comme une note fatale sur la partition d'une machine froide. Le rideau s'ouvre sur la saturation. Une nuée de drones kamikazes fonce d'abord, suivie de leurs électroniques. Leur mission, attirer la colère des défenses anti-aériennes, forcer les radars à se dévoiler, écouler les stocks de missiles adverses. Chaque drone perdu crée une brèche minuscule, une faille à exploiter. En moins de 10 minutes, la DCA s'épuise, tirant à l'aveugle sur des leurres. Les opérateurs ennemis voient les écrans s'illuminer de cibles fantômes. Ils ignorent que le vrai danger approche ailleurs, masqué par la tempête électronique. Le moment fatidique survient. Les missiles Iskander, symbole de précision chirurgicale, sont lancés. Leurs trajectoires convergent sur le pont central et le centre de commande du nœud ferroviaire. Une onde de choc fend la nuit. Le pont, colonne vitale de la logistique, s'effondre, sectionné net. Le centre de commande, cerveau du trafic, cesse d'exister dans un jaillissement d'étincelles et de verre pulvérisés. Vient alors le rugissement des missiles calibres. Ils rasent la cime des arbres, prédateurs discrets, frappant la sous-station électrique. La zone plonge dans une nuit artificielle. Les dépôts de carburant et de munitions s'embrasent. L'air se charge de flammes et de suie. Les réserves fondent dans des nuages épais et noirs. Mais l'opération n'est pas complète sans vérification. Des drones de reconnaissance, silencieux, survolent les vestiges. Ils transmettent des images en temps réel. Plus un wagon debout, plus un relais électrique intact. Les citernes explosées laissent des mares de feu. La destruction est totale, sans équivoque. Le chaos se répand, en cascade. Privée de son cœur, la chaîne logistique ennemie s'arrête net. Les trains restent immobiles, incapables d'avancer. Sur le front, des unités attendent des renforts qui n'arriveront jamais. Les messages de détresse s'accumulent, mais le réseau, frappé d'amnésie, demeure silencieux. À chaque étape, le risque était maximal. Il aurait suffi qu'un seul canon anti-aérien subsiste, qu'un drone perde le signal, qu'une cible soit manquée. Et tout le plan s'écroulait, exposant les assaillants à la riposte, ou pire, à l'échec total.
Pourtant, cette nuit-là, tout a fonctionné. En quelques heures, le chaos s'est abattu sur la logistique ennemie, bouleversant l'équilibre stratégique du conflit. Un nœud vital du réseau s'est effondré, laissant l'adversaire aveugle, paralysé. Mais la victoire logistique n'est jamais définitive. Déjà, l'adversaire cherche à comprendre, à s'adapter, à reprendre le contrôle des flux perdus. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi n'a plus rien à offrir à ses soldats? Quand la toute dernière cartouche d'artillerie est tirée, que les camions restent immobiles, vidés de carburant, c'est tout un front qui s'immobilise. Les hommes attendent, impuissants, dans un silence tendu. C'est le choc qui frappe les Ukrainiens après la neutralisation du carrefour ferroviaire de Chepetovka. Du jour au lendemain, la pénurie devient totale. Plus d'obus, plus d'essence, plus de convois. Les stocks se vident à vue d'œil. Les routes de ravitaillement se figent. Chaque unité se retrouvant isolée, coupée du reste. Dans ces conditions, le rythme des opérations s'effondre. Impossible de soutenir l'infanterie. Impossible de déplacer les blindés. Ni attaque, ni défense. Les soldats sont condamnés à attendre, parfois pendant plusieurs jours, un secours qui ne viendra pas. L'initiative change de camp. Les Russes, informés minute par minute par leurs services de renseignement, avancent sans rencontrer de véritable résistance. Les positions stratégiques, jadis défendues avec acharnement, tombent les unes après les autres. La bataille laisse place à une débâcle, orchestrée non par la force brute, mais par la rupture logistique. Pour mieux comprendre ce mécanisme, rappelons la campagne d'Afrique du Nord en 1942. Le général Rommel, pourtant brillant tacticien, a vu sa redoutable Afrika Korps paralysée par le manque de carburant. Les Britanniques avaient ciblé les convois ravitailleurs italiens, rendant impossible toute manœuvre de grande ampleur. Mais dans la guerre moderne, un avantage logistique ne dure jamais longtemps. L'effondrement de l'ennemi ouvre une brève fenêtre d'opportunité. Il faut agir vite, exploiter la désorganisation totale pour empêcher toute reprise en main. Chaque seconde compte. Plus l'ennemi attend, plus il a de chances de rétablir un flux minimum, de reconstruire une ligne de défense, ou même de reprendre l'initiative. Gaspiller cet instant, c'est risquer de tout perdre. Dès que la logistique adverse reprend vie, la résistance renaît, et toute victoire décisive devient impossible. Dans cette guerre des flux, la victoire appartient à celui qui sait transformer un effondrement logistique en bouleversement stratégique. Mais comment une simple opération sur un carrefour ferroviaire a-t-elle pu déclencher un tel effondrement? Pour comprendre, il faut plonger dans les rouages secrets de la logistique moderne. La bataille décisive, désormais, se déroule loin des regards. Dans la guerre moderne, la puissance ne s'exprime plus par la fureur des canons, mais par la capacité à frapper dans l'ombre, à couper les veines logistiques de l'ennemi. Maîtriser les flux, paralyser la circulation des ressources, stopper ce qui fait battre le cœur de la machine adverse, voilà le véritable levier. Une opération unique, méticuleusement préparée, peut déclencher l'effondrement silencieux d'une armée entière, sans un seul affrontement de masse. L'automne de l'an 2025, à Chepetovka, en fut la démonstration éclatante. La victoire ne revient plus à celui qui aligne le plus de chars, ni même à celui qui jette ses soldats dans la mêlée, mais à celui qui orchestre l'invisible. Analyser, infiltrer, anticiper, frapper au centre névralgique des systèmes. Aujourd'hui, chaque donnée compte, chaque seconde peut tout faire basculer. Satellites, avions, agents dormants, algorithmes, tout converge dans ce théâtre de l'ombre. Le moindre faux pas coûte cher, et la supériorité n'est plus affaire de force, mais de lucidité, de capacité à voir là où l'autre demeure aveugle. Pour appliquer ces leçons dans d'autres domaines, pensons à la cybersécurité. Une attaque bien préparée contre un nœud critique d'un réseau informatique peut paralyser une entreprise entière. De la même manière, la paralysie d'un centre logistique peut stopper une armée. Refuser de comprendre cette nouvelle règle du jeu, c'est accepter la défaite avant même le premier tir. Car désormais, la victoire ne se mesure plus à la conquête de territoire, mais à la paralysie de l'adversaire, à la rapidité avec laquelle on lui coupe ses vivres, à la précision avec laquelle on le pousse à l'écroulement sans livrer bataille. Celui qui lit les flux, qui déchiffre l'invisible,
s'impose dans la guerre de l'information, dans la guerre des flux, dans la guerre tout court. À l'ère des conflits invisibles, le vrai stratège est celui qui voit derrière le rideau, qui anticipe ce que la majorité ne soupçonne pas. Apprendre à repérer les failles, à comprendre ce qu'est vraiment gagner, c'est là la nouvelle frontière. Ignorer cette mutation, c'est condamner toutes ses chances, non seulement sur le champ de bataille, mais dans toute compétition, où l'information, le temps et la maîtrise des flux dictent la victoire ou la défaite. Pour conclure, souvenons-nous que la logistique n'est pas qu'une affaire de guerre. Nos sociétés reposent elles aussi sur des flux invisibles, énergie, données, marchandises. Une panne dans un centre de distribution, une coupure de courant dans un quartier stratégique, ou un piratage informatique ciblé peuvent provoquer l'effondrement d'un système entier. Le défi de demain sera d'appliquer la même vigilance, la même capacité d'anticipation pour protéger nos propres flux vitaux. Le prochain défi ? Comprendre comment ces lois s'étendent bien au-delà de la guerre, jusqu'au cœur de nos sociétés, de nos économies, de nos existences connectées. Car la maîtrise des flux, aujourd'hui plus que jamais, détermine la victoire, la survie et peut-être même la paix.